Donc, je vais vous présenter en 15 minutes un peu la nouvelle gestion publique, la réflexion que j'ai faite là-dessus et qu'on a fait au syndicat où je travaille, donc à la FSE, je travaille à la Fédération des syndicats de l'enseignement, qui est la fédération qui rassemble les profs de primaire, de secondaire, les employés des commissions scolaires, les profs des commissions scolaires, donc primaire, secondaire, formation professionnelle, formation générale des adultes, dans la majorité du territoire québécois. Et la nouvelle gestion publique est assez avancée, donc on a fait des réflexions syndicales dans ce cadre-là. Et puis, je ne suis pas ici avec un mandat syndical en tant que tel, mais je vais vous présenter ce qu'on a fait et vous présenter du matériel par la suite. Alors, je travaille dans un syndicat de profs, on a l'habitude de faire du papier, alors vous m'excuserez, mais je vous présente ma présentation par écrit, vous pouvez la suivre si vous voulez. Alors, je voulais commencer par souligner que la nouvelle gestion publique, c'est une des formes que prend les politiques néolibérales. Et donc, il y a certaines logiques qui existent dans notre société depuis 200 ans et qui n'ont pas changé. Hein. Par exemple, l'objectif du système capitaliste, c'est de faire du profit, produire du profit, et il y a plusieurs façons de le faire. Et la forme que ça prend aujourd'hui, c'est les politiques néolibérales. Ces politiques néolibérales-là, ils ont plusieurs formes. On va parler des coupures, par exemple, les coupures actuelles. On va parler, qu'on appelle aussi austérité budgétaire, l'austérité salariale, monétaire. Donc, il y a plusieurs formes de politiques néolibérales. Et dans ces politiques néolibérales-là, il y a la gestion des services publics comme on voudrait, sous l'inspiration de la gestion qui se fait dans les entreprises privées. Ça, on pourrait appeler ça la nouvelle gestion publique. Et là, moi, je vais vous présenter une analyse. Il y en a peut-être dans la salle, dont Jean-Noël Grenier qui est en arrière, je vais le nommer tout de suite, qui travaille sur le sujet, donc il va peut-être dire que c'est en partie ou totalement faux ce que je propose. On verra après. Donc, dans les politiques néolibérales, il y a la nouvelle gestion publique. Ça veut dire comment on va gérer, de façon néolibérale, la santé, l'éducation et les autres services publics. Cette nouvelle gestion publique-là, moi je vais la présenter en 3 principales mesures. Une restructuration centralisatrice, une certaine vision de l'autonomie locale et la gestion axée sur les résultats. Alors, si vous tournez votre feuille, vous allez voir de quoi je parle. Première des choses, la nouvelle gestion publique, c'est de changer les structures. Et là, vous avez peut-être entendu parler des libéraux qui veulent tout changer les structures en santé, en éducation aussi. Qu'est-ce qu'ils font? Hein? Puis là, avant, c'était la réingénierie de l'État, puis toutes ces façons de parler-là, mais ça veut changer les structures. Comment ils font ça? En gros, ils centralisent dans les mains du ministre le plus de pouvoir possible, et ce pouvoir-là, c'est particulièrement de fixer des objectifs. Donc, le ministre, lui, il concentre du pouvoir pour fixer des objectifs. On élimine des paliers intermédiaires, par exemple des commissions scolaires, ou des CSSS. Ou des agences. Ou des agences. Ça, c'est les agences. Je me suis avancé, mais c'est les agences plus qui est du côté de la santé. Je vais peut-être du marquer agence. Et enfin, on donne plus de pouvoir à des autonomies locales, mais aux directions des unités locales, par exemple des écoles. Et ces directions-là, ces unités locales-là, par exemple les écoles, sont en concurrence une contre l'autre pour courir après les cibles du ministre, hein, pour essayer de les atteindre. Et elles sont imputables, évaluées en permanence, en fonction des cibles que j'ai parlé, et ils sont liés par contrat. Donc là, on a des contrats de performance, des contrats de gestion, différents contrats qui font que l'unité locale, par exemple l'école, est liée à la commission scolaire et doit atteindre des cibles chiffrées pour appliquer ce type de gestion-là. Et ce que vous retenez sur le premier aspect, c'est l'idée, on centralise en haut les orientations et les pouvoirs, on décentralise la course après les statistiques qui sont données en haut, et on élimine les paliers intermédiaires. À cause de ça, ils vont dire, on est contre la bureaucratie, on va éliminer les commissions scolaires, on va éliminer les agences. C'est comme si on éliminait de la bureaucratie. Vous allez voir tantôt qu'on ajoute de la bureaucratie avec tout ce système de gestion comptable-là, de course après des cibles chiffrées. Donc, une restructuration centralisatrice. Et là, j'ai parlé qu'on donne plus de pouvoir aux unités locales. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, dans une école, les établissements sont gérés, et là, je vais donner le système idéal
la nouvelle gestion publique. Et ce système idéal-là, il est en partie, il est beaucoup plus appliqué par exemple aux États-Unis ou en Angleterre, ou dans d'autres pays, particulièrement anglo-saxons. La direction, elle aurait le pouvoir d'embaucher et de mettre à pied les employés. Les conseils d'administration, par exemple des écoles, ce seraient des clients. Dans notre cas, ce seraient les parents. Et dans ce cadre, le personnel, lui, les travailleurs, les travailleuses, eux autres sont imputables. Qu'est-ce que ça veut dire imputable? Ça veut dire que si ça ne marche pas, c'est de leur faute. Hein, ils sont imputables, ils sont évalués en permanence pour atteindre des cibles chiffrées. Quand je dis des cibles chiffrées, je vais peut-être donner des exemples avec la méthode Toyota, des ordres de chiffres, mais nous, principalement, il y a 5 cibles qui sont chiffrées dans les contrats de performance qui existent en éducation, mais la principale, c'est atteindre un certain taux de réussite des élèves. Donc, il faut atteindre le taux de réussite. Et là, donc, on voit que dans leur discours, ils disent qu'ils éliminent la bureaucratie, c'est faux. Ils disent aussi qu'ils veulent décentraliser. En fait, ils centralisent les orientations et ils décentralisent le pouvoir dans la main du boss local, de la direction, pour qu'elle puisse avoir beaucoup plus de pouvoir de gestion pour embaucher, mettre à pied et mettre plus de pression sur les employés qui, eux, doivent atteindre les statistiques. Le troisième aspect, c'est la course après ces statistiques-là, c'est-à-dire la gestion axée sur les résultats. Je donne une citation d'une chercheure européenne qui décrit ça, la gestion axée sur les résultats en éducation. C'est l'évaluation standardisée des élèves pour mesurer la production d'un service public et juger de l'efficacité des acteurs ayant de l'autonomie. Donc, c'est vraiment tout le principe d'avoir des cibles chiffrées et des évaluations permanentes pour savoir qui les atteint, les cibles, et de transformer le financement en fonction de ces cibles-là. Et là, ça va aller jusqu'à, j'ai passé rapidement tantôt, mais jusqu'à la paye au mérite pour les enseignants, par exemple. Et jusqu'à le financement des établissements selon ces statistiques-là. Exemple, aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a eu un programme qui a été mis sur pied par Bush, qui est No Child Left Behind, et par la suite, malheureusement, Obama a continué ces politiques-là. Il n'y a pas de rupture aux États-Unis sur ces politiques-là, qui a continué avec Race to the Top. Et ces politiques-là, imposées par le fédéral aux États, parce que c'est les États et les villes qui s'occupaient de l'éducation avant, ont fait qu'il y a de plus en plus d'enseignants qui sont payés au mérite. Mais qu'est-ce que ça veut dire, payer un enseignant au mérite? Ça veut dire payer le prof sur les résultats de ses élèves. Mais si un élève est plus fort ou est plus faible, la recherche est claire là-dessus. Habituellement, un élève est plus fort ou plus faible à cause qu'il vient d'un milieu plus ou moins défavorisé, à cause des parents qu'il a, à cause de sa personnalité. Et ce n'est pas l'enseignant qui est responsable, selon la recherche, de la majorité de la note de ses élèves. Mais on finance les enseignants sur les notes des élèves et les établissements. Et on va jusqu'à fermer les établissements, on va fermer les écoles qui sont jugées sous-performantes. Ça, on parle de centaines d'écoles menacées aux États-Unis, menacées et fermées. Donc, ils arrivent, ils ferment l'école, ils mettent tout le monde à la porte, ils réembauchent le monde, mais sans syndicat, puis ils ne rembauchent pas le même monde, ils embauchent une partie du monde, d'autres mondes, puis ils repartent à zéro en effaçant tout ce qu'il y avait avant. Aux États-Unis, ça a finalement mené à des mobilisations importantes, entre autres à New York, Seattle, et même à une grève de 7 jours à Chicago. 7 jours, une grève des profs à Chicago. Là, ça s'est passé en 2012. Ça vient de se passer. C'est vraiment incroyable. D'ailleurs, il y a un livre qui est sorti sur comment ils se sont organisés. Puis ça renouvelle la gauche syndicale aux États-Unis, ce mouvement-là. En France, ils ont essayé. Sarkozy a essayé d'implanter ça aussi. Je pourrais vous en parler si vous voulez. Et il y a eu 2 jours de grève nationale. Et après l'élection du gouvernement socialiste, cette réforme-là est tombée. Je mentionne aussi la Finlande, parce qu'en Finlande, c'est un pays qui applique les politiques, qui sont parmi les pays où il y a les meilleurs résultats dans les tests internationaux. Puis ils font exactement le contraire de ce que je viens de vous mentionner. Je continue avec au Québec, comment ça se passe. Au Québec, concrètement, cette nouvelle gestion publique-là, appliquée aux commissions scolaires, ça s'est fait progressivement. Alors, je suis dans l'implantation dans les commissions scolaires.
En 2000, le gouvernement du Québec, ça c'était le Parti québécois si je me souviens bien, établit la loi sur l'administration publique. Et là, il établit le cadre de gestion axé sur les résultats et l'approche client. Je pense que le fédéral l'avait fait avant, je ne l'ai pas mentionné. En 2002, c'est toujours le PQ qui est au pouvoir, c'est Legault qui est ministre de l'Éducation, et avec la loi 124, il établit des plans stratégiques, des plans de réussite des commissions scolaires. Ces plans-là ont été limités par, entre autres, les mobilisations syndicales. En 2008, c'est les libéraux qui en ajoutent une couche de plus avec la loi 88, et ils ajoutent des conventions de partenariat de réussite et des conventions de gestion de réussite éducative. Donc, ce qu'on voit, c'est une accumulation, couche par couche, de ce que je viens de vous décrire. On est rendu à la moitié ou aux 2/3 du chemin. Ça n'arrive pas d'un bloc, mais à chaque réforme, il y en essaie d'en ajouter une couche. Et probablement que cet automne ou cette année, entre cet automne ou au printemps prochain, les libéraux vont essayer d'en ajouter une couche. C'est leur intention. Quel effet concret que ça a, là, ce que je vous raconte? Concrètement, les tests standardisés, c'est-à-dire évaluer les profs et les écoles sur les résultats des élèves à des tests du ministère, c'est ça les tests standardisés. Parce que ça l'a fait, particulièrement aux États-Unis, c'est que premièrement, ça a fait un enseignement orienté vers la pratique de tests. L'enseignant, ce qu'il veut, c'est plus transmettre un savoir, c'est plus aider les élèves à progresser dans la vie, c'est aider les élèves à faire réussir le test, parce que c'est le test qui est payant. C'est du teaching through the test qu'on dirait en anglais. C'est aussi donc la diminution du curriculum, c'est-à-dire l'enseignement, c'est beaucoup de choses, des programmes, il y a plein de choses, mais à cette heure, on va juste enseigner qu'est-ce qu'il y a dans le test. C'est plus les élèves qui demandent est-ce que ça va compter, monsieur le professeur, c'est le professeur qui demande c'est quoi qui va compter pour orienter son travail vers le test. Excusez-moi, j'aurais peut-être une petite question bien rapide. Oui. C'est quoi les motivations d'amener ce genre de réforme-là? Très bonne question. Je vais laisser les deux exposés après, un après l'autre. On peut répondre aux questions peut-être ensuite. Parce que non, on peut répondre tout de suite, mais cette question-là est tellement globale qu'on va y répondre ensemble. Je pense que ça vaut vraiment la peine. C'est peut-être une bonne idée qu'on file, Ouais. C'est sûr que, moi aussi Sébastien, pour moi, c'est peut-être des fois, il va peut-être avoir des termes que je vais sortir de ma bouche qui vont être un peu trop techniques, puis pourrais poser la question, tu pourrais répondre live, qu'est-ce que ça veut dire. Là. Moi, je comprends rien, t'es d'imputé. Mais sur les questions de fond, moi, je pense, comme Sébastien dit, c'est peut-être mieux. Fait qu'on la garde vraiment, on la garde pour la fin. Juste rapidement, c'est une gestion par les coûts. C'est une tentative d'aller chercher des réserves de productivité de salariés qui ont beaucoup d'autonomie. Sinon, Sébastien, une question. C'est ça que c'est. C'est bon. C'est carrément ça. C'est pas une question qui prouve que les enfants réussissent. Non, ça coûte cher l'enseignement. C'est une question d'argent. C'est une dépense. Bon, moi j'ai plein d'idées là-dessus, je vais le garder pour la discussion collective. Donc, et quel effet que ça va avoir aussi? On va exclure les élèves qui baissent trop les statistiques en trouvant des moyens de les détourner pour pas qu'ils fassent le test. Et finalement, ça mène de la tricherie massive. Et on a vraiment, là, il y a le New York Times qui titrait l'année passée, une nouvelle qui n'est plus une nouvelle, on l'entend tellement souvent, mais c'est des milliers d'enseignants, de directions d'école qui trichent les résultats pour finalement avoir le résultat, le financement qu'ils ont besoin. Donc, c'est vraiment un système qui mène à la tricherie. Il y a d'autres chercheurs qui disent que ça fait de la gestion des apparences, c'est-à-dire on met en concurrence les écoles une contre l'autre, puis on essaie d'atteindre les statistiques qu'ils nous demandent d'atteindre. Fait que l'important, c'est de faire un beau rapport pour que dans les rapports, ce soit des belles statistiques, mais on ne se concentre pas sur ce qui se passe pour de vrai sur le terrain. D'autres qui ont montré qu'au Québec, ça a mené à une bureaucratisation, c'est-à-dire que toutes ces statistiques-là qu'il faut gérer, il faut du monde pour les produire, il faut du monde pour les analyser, puis les travailleurs et les travailleuses sur le terrain, au lieu de s'occuper des élèves, au lieu de s'occuper, je suppose que c'est la même chose en santé, ils remplissent des rapports, puis ils remplissent des statistiques. Ça bureaucratise énormément le travail. Et les gestionnaires. Et là, je regardais, oui, puis les directions vont faire les mêmes Dessus des gestionnaires. Et là, j'ai regardé une conférence qui a eu lieu cette semaine sur le sujet aussi, et on indiquait que, et là je vais le mettre à sujet à la discussion, c'est qu'il y avait le seul effet positif qui était remarqué, c'était un effet qui était imprévu. C'est-à-dire que ce mode de gestion-là a l'avantage de pousser à une réflexion collective sur le travail et
en mettant tout le monde pour réfléchir sur comment améliorer le travail. Et le seul effet positif qui a été démontré, c'est qu'en mettant tout le monde à réfléchir sur des questions, sur ces questions-là, ben, ça pouvait créer des liens, puis des solidarités, puis des façons de faire qui amélioraient le travail. Mais ce n'est pas le mode de gestion plus que l'effet qui n'était pas prévu. Je peux peut-être ajouter, Sébastien, que oui. ce moment-là dont tu parles, concrètement dans un projet Lean ou dans un projet de réorganisation du travail, quand oui. l'employeur va commencer un processus comme ça, c'est ça qu'il va faire au début. Il va s'asseoir avec les employés, il va dire, écoutez, on va parler de nos problèmes aujourd'hui. On va parler de notre satisfaction au travail, on va partager des choses ensemble. Puis là, c'est comme ça que l'employeur va se prendre faire adhérer les salariés au projet. Les gens vont dire, ouais, c'est merveilleux, pour la première fois, on peut parler de nos problèmes, on peut parler de notre travail. Puis là, on fait semblant de vouloir intéresser les employés dans certains projets. Là, Oui. je parle de pas tous les projets, je ne généraliserai pas, mais dans ceux que moi j'ai vécu, c'était ça. Puis là, on essaie de les embarquer et de les faire adhérer. Puis là, après ça, on la met dans l'engrenage puis on les fait. On les fait. Puis pas à peu près. Parce que là, une fois que tu as la main dans l'engrenage, c'est parti. Fait que c'est juste un exemple d'application, mais ce que tu décris là, c'est le début. Généralement. Super. Alors, moi, je vais garder le reste pour la discussion. Je vais souligner que la CAQ, donc François Legault, eux, c'est au cœur de leur programme. C'est de mettre ça au maximum, comme aux États-Unis, cette gestion-là, ce mode de gestion-là. Mais les libéraux et le PQ sont d'accord. À date, c'est eux qui l'ont mis un après l'autre en place. C'est juste qu'avec Solidaire qui s'oppose à ce mode de gestion-là. Et au Québec, ce qui manque pour aller jusqu'au bout de la logique, c'est abolir les commissions scolaires, donner un pouvoir d'embauche et de mise à pied là, aux directions, et aller vers un système d'évaluation qui me donnerait de la paye au mérite puis du financement des écoles selon leurs résultats chiffrés. Fait que ça, c'est ce qui manque. Mais il y a déjà tous les contrats avec les cibles, ils sont déjà là. Ça a tout été déjà mis en place. Alors, il reste juste qu'à changer une loi pour que le reste suive. Et je conclurai en disant que autant les recherches en éducation qu'en sciences de gestion montrent que si on veut améliorer le travail qu'on fait en santé, en éducation et ailleurs, c'est exactement le contraire qu'il faut faire. Il faut donner plus d'autonomie aux travailleurs et travailleuses pour qu'ils se sentent libres. Il faut donner plus d'outils pour qu'ils soient compétents et pour qu'ils se sentent efficaces. Et il faut améliorer les liens de collaboration. En gros, ce n'est pas en mettant plus de pression sur des cibles qu'on va améliorer la productivité, c'est en donnant les moyens au monde sur le terrain de faire leur job que ça va s'améliorer. En effet. Alors moi, de mon côté, j'ai pas une présentation aussi structurée que mon confrère. Je l'ai fait un peu à la dernière minute, je dois l'avouer. Je me présente, moi c'est Geoffroy, je suis conseiller syndical à la PTS. La PTS, c'est un syndicat indépendant qui représente 33 000 travailleurs et travailleuses de la santé dans ce qu'on appelle la catégorie 4 dans le réseau de la santé, les professionnels et les techniciens du réseau de la santé. Donc tous les gens qui ont des diplômes universitaires et techniques de cégep dans le réseau de la santé. Les professionnels, donc les psychologues, les travailleurs sociaux, les éducateurs, plus au niveau des techniciens, les techniciens de laboratoire, radiologie, physiothérapeutes, nutritionnistes. Bon. On a 125 titres d'emploi, je ne les énumérerai pas toutes, mais ceux que je viens de vous nommer là, c'est les plus nombreux. Et c'est une organisation syndicale finalement qui existe depuis 10 ans. Donc, puis on est rattaché, on a la CSQ, on est dans le même regroupement syndical, le CSP, le secrétariat intersyndical des services publics. C'est là qu'on est dans le front commun ensemble aussi là, avec la CSQ et le SFPQ, syndicat de la fonction publique du Québec. Et la CSN est dans le front commun avec la FTQ, mais en tout cas, c'est des histoires de structure, là, vous comprenez, le monde syndical et les structures, on pourra en faire un séminaire complet. Alors, il y a quand même un front commun, on est ensemble et nous, on est doublement ensemble. Nous, on est doublement ensemble, on est dans la CSQ. C'est ensemble pour l'instant. Pour l'instant. Mais c'est ce que la PTS, c'est des organisations quand même très proches. Bon. Dans le fond, moi, j'ai fait un petit plan de présentation. Là, vous dire, j'ai fait ça cet après-midi. Puis j'ai essayé de prendre tout ce qu'il y a dans ma tête depuis 2 ans sur l'optimisation, puis tout le calvaire que ça nous fait vivre pour mettre ça dans un ordre. Donc, d'abord, qu'est-ce que l'optimisation? Comment ça se traduit dans le réseau de la santé et sur le terrain? Les conséquences dans le milieu de travail, les conséquences sur le public, qui sont quand même assez graves.
Que faire par rapport à cette situation-là? Quelle est la position de la PTS et les solutions pour les travailleurs, les travailleuses, pour la population générale, pour essayer de contourner ou de résister à cette machine qui avance très rapidement. Et peut-être une partie davantage de plus perspective, c'est-à-dire où on s'en va dans le réseau de la santé d'ici les prochains mois, prochaines années. Il y a des projets de loi mammouth là, qui sont déposés actuellement à l'Assemblée nationale, qui sont extrêmement inquiétants pour le réseau de la santé et qui sont avant-coureurs d'une privatisation accélérée du réseau. Donc ça, on aura l'occasion d'en discuter à la fin. Mais tout ce que je vais vous dire là a un lien, évidemment, comme dit un grand philosophe que je nommerai pas, tout est dans tout. Et alors vous allez voir que le portrait est assez désastreux. Mais bon, ressaisissons-nous, discutons. Dans le fond, qu'est-ce que l'optimisation? L'optimisation, moi je parle beaucoup d'optimisation parce que c'est le mot qu'on retrouve dans à peu près tous les documents du ministère, à peu près 400 fois par page, et qu'on retrouve aussi dans la bouche des gestionnaires quotidiennement, puis ça, ils disent tellement que ça ne veut plus rien dire. L'optimisation, c'est faire plus avec moins. C'est pas compliqué. Puis faire plus avec moins, c'est avec les travailleurs, les travailleuses du réseau. Hein, c'est avec leur cerveau, c'est avec leur matière grise. On suppose que les professionnels, les techniciens du réseau de la santé, surtout, je ne veux pas dénigrer les techniciens, mais les professionnels qui sont membres d'ordre professionnel, qui ont des études universitaires, sont censés avoir une tête entre les deux oreilles, puis être capables de réfléchir par eux-mêmes. Un travailleur social qui vous rencontre au CLSC, il va procéder à une évaluation de qui vous êtes, puis il va vous demander c'est quoi votre problème, puis il va essayer de vous aider. Bon, c'est des gens qui ont une autonomie, un cerveau. Mais avec ce cerveau-là, ce qu'on va faire, c'est le compresser, puis obtenir plus de productivité, plus de gains de productivité. On va augmenter les gains de productivité. Puis comment on va augmenter les gains de productivité? Bon, on va imposer des normes de productivité. Imposer des cadres extrêmement stricts de productivité et on va quantifier cette productivité-là. Alors la première question qui me vient à l'esprit, c'est mais comment puis-je quantifier une intervention psychosociale? Pas de chance. Hein? Moi, je viens voir mon travailleur social, je suis en deuil. Un deuil, ça prend combien de temps à régler ça? 1 heure, 2 heures, 3 heures, 2 jours? 36 minutes. En tout cas, je peux vous dire que généralement, les employeurs ont une idée là, combien de temps ça prend. C'est quantifié. Ici, c'est quantifié. OK? Bon. Juste ça, c'est débile. Oui, c'est complètement hallucinant. Comment on en est venu là? Ben écoutez, Sébastien a fourni une bonne partie de la réponse avant que je commence. Il est certain qu'avant, dans le réseau de la santé, comment on fonctionnait pour déterminer... Bon, on va prendre un exemple. Moi, je suis conseiller syndical, j'ai le C3S Domaine du Roi à Roberval et à Saint-Félicien, au Lac-Saint-Jean, et j'ai aussi Dolbeau-Mistassini, et j'ai un laboratoire à Emma-Québec qui est complètement à part du réseau, qui est une société parapublique qui n'a rien à voir, mais si on prend un C3S type, là, mettons, prenons le C3S Vieille-Capitale ici, là, on est dans le territoire du C3S Vieille-Capitale, on va devoir déterminer d'abord et avant tout, avant, comment on déterminait les choses, c'est qu'on avait des logiciels statistiques qui ont existé depuis environ 30 ans, qu'on appelle ICLSC ou SIC+, ou peu importe, là, je vous épargne les détails techniques. Mais avec ces logiciels statistiques-là, quand il y a quelqu'un qui rentre au CLSC, on va dire, OK, on a fait une intervention, c'était un homme de tel âge, il y avait un problème de toxicomanie, on rentre ça dans le système. Ça, on appelle ça l'historique populationnel. C'est avec ça qu'on est capable de financer le réseau. On est capable de dire, voici les besoins de ma population, voici combien je vais avoir besoin d'heures travaillées dans mon C3S, combien je vais avoir besoin d'intervenants, je vais juste avoir du temps supplémentaire à tel moment de l'année parce qu'il va y avoir un rush. On est capable de tout prévoir ça en organisation du travail, puis c'est fait de manière cohérente, tout avec les besoins de la population, puis on assure que les besoins soient remplis, puis tout ça. Bon. Alors, c'est comme ça qu'on fonctionnait. Mais, à un moment donné, ce qu'on a remarqué, c'est on s'est rendu compte qu'on voulait mettre moins d'argent dans le réseau, on voulait couper un peu plus, on voulait instaurer un autre type de gestion. Là, la gestion par laquelle on fonctionne, c'est la gestion par statistique, okay? Avec des normes précises. Et là, ce qu'on vient dire, c'est un travailleur social, puis on segmente là, les gestes, là. On segmente le programme, on segmente la clientèle, puis on ne parle plus de patient, on parle de client. On s'entend là-dessus, on parle de clientèle, hein, puis même nous, des fois, on se surprend à dire clientèle, puis on se dit, on ne dit pas ça, clientèle, il ne faut pas dire ça, mais on finit par le dire, c'est terrible, c'est aliénant. On va faire des petits programmes, hein, on va faire des programmes, les agences régionales, là, qui sont des espèces de commissions scolaires à l'équivalent du réseau de la santé, on va faire des petits programmes. On va faire un programme pour prévenir la chute des personnes âgées dans les résidences. On va donner un exemple. Là, on va dire, ce programme-là, on va le financer à partir de l'agence, on va le donner au C3S, là, mais cet argent-là n'est pas garanti.
Puis on demande là, à ce qu'il y ait tant d'heures travaillées dans l'année dans ce programme-là. Puis cette année, la cible, là, c'est 55 patients en temps d'heure. Puis si vous voulez garder vos heures de travail, bien, atteignez la cible. Parce que l'année prochaine, là, on coupe les vivres, il n'y en aura plus d'heures de travail. Puis en passant, il n'en crée pas des postes permanents. Il ne crée que des surcroîts temporaires de travail. Puis quand il y a des postes qui s'en vont à la retraite, bon, on sait qu'ils les abolissent. Fait un sur deux, ils les abolissent, puis là, avec ce qui s'en vient, ça va être encore pire. Fait la précarité est maître en ce moment, et c'est fondé sur le financement, la performance. Puis si une année, on vous dit que vous voyez 55 patients avec, 200 000 $, bien, l'année suivante, avec le même 200 000 $, vous allez en avoir 60. Puis l'année suivante, 65. Puis ça n'arrêtera jamais. C'est ça, l'escalade à laquelle on assiste. Et là, nos professionnels, ils sont dans des situations intenables. Ils se font dire, t'es pas assez vite, tu vas pas assez de clients, tu n'as pas assez de dossiers. Là, tes statistiques ne sont pas à jour. Oui, mais là, tu n'as pas fait tes notes au dossier. Sont où tes notes au dossier? Ils sont en retard. Alors là, il y a toute une pression qui se met en marche pour voir le plus de clients possible. Et la qualité, ben, ça, la qualité, on s'en fout un peu. Hein? On rentre au C3S, c'est une chaîne de montage. Tu as un problème, on va t'arranger ça en 30 minutes, on va jaser, puis merci, bonsoir, dehors, j'ai staté. Hey, j'ai vu mon 4 clients par jour, wow! C'est rendu ça, là. C'est grave, là. Bon. Puis je tiens à souligner que nos membres sont membres d'ordre professionnel. Ils ont des codes de déontologie. Les codes de déonto, c'est le code des professions. C'est une loi d'ordre public, ça, là. Autant nos professionnels que le gouvernement est soumis à ces lois-là. Puis nos professionnels, s'ils se font pogner avec une erreur professionnelle, ils peuvent aller en comité de discipline, peuvent être radiés de l'ordre, puis ils ne peuvent plus pratiquer leur profession. C'est grave, là. Pour ça, les employeurs, ils ont mis de la pression que les TS ils soient membres des ordres professionnels. Mais la qualité n'est pas assurée, puis bon, ça, je reviendrai là-dessus plus tard, là. Mais ça, c'est un aspect qui est préoccupant. Donc, ce que ça amène, c'est une segmentation des actes. C'est ça qu'il faut comprendre. Dans le réseau de la santé, au niveau du psychosocial, ce qu'on est censé appliquer comme démarche, c'est une démarche systémique, une démarche globale. On est censé prendre un individu et dire, OK, cette personne-là, elle a une famille, elle a des amis, elle a un réseau social. On va essayer, là, on va appeler la famille, on va appeler la protection de la jeunesse, on va appeler tel intervenant. On va prendre cette personne-là dans son environnement global. Mais non, on n'est pas capable. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend un saucisson, on le coupe en petites slices, puis on dit, tiens, toi, va-t'en dans tel service. Après ça, là, ton problème est réglé, sort du système. Mettons, moi, je viens voir Jean-Noël, j'ai des problèmes de négligence. On va t'envoyer dans tel programme de négligence. Là, ton problème est réglé. Le problème de négligence est réglé. Oui, mais c'est parce que j'ai d'autres problèmes avant ça, les problèmes d'alcoolisme, de toxicomanie. Refais une demande. Fait que là, les gens rentrent, les gens sortent du système constamment. Mais le système encourage ça. Il faut rentrer au CLSC, il faut retourner au CLSC. Parce qu'on se demande pourquoi c'est achalandé, pourquoi les gens sont débordés. C'est parce que les gens rentrent et retournent systématiquement dans le système. Puis il y a une statation qui se fait, puis c'est avec ça qu'on justifie des budgets. Ça n'arrête jamais. Alors, concrètement, c'est comme ça que ça se vit. Puis nos gens sont devant des dilemmes éthiques, des dilemmes moraux. Comment tu décides qu'avec un client, tu termines une intervention, puis ta personne peut retourner chez elle, puis qu'elle ne se prendra pas au bout du corps? C'est pas évident, ça. Là. Puis là, toi, là, comme salarié, tu as un devoir de loyauté envers ton employeur. Tu as un devoir d'obéissance à ton employeur. Tu fais quoi, là, si tu ne rencontres pas les normes que ton employeur t'impose? Ben, là, il va te monter un dossier administratif. Il va dire que tu n'es pas performant. Puis il va faire des belles rencontres. Puis il va te monter un dossier. Puis il va te faire un plan d'amélioration. Puis il va te rencontrer 2 fois par semaine pour te dire que tu n'es pas bon, que tu n'es pas rapide, que tu n'es pas vite, que tu ne fais pas tes notes au dossier. Là, ça va virer en harcèlement psychologique. Puis là, tu vas tomber malade, tu vas tomber sur l'assurance du salaire, puis tu vas te péter une dépression, puis tu es fini. C'est ça, là, c'est ça le quotidien des gens dans le réseau de la santé. Moi, j'en ai eu des dossiers comme ça. Des tonnes. Fait que, en tout cas, c'est un peu ça l'effet. Un autre aspect que je n'ai pas abordé, c'est plus une dimension technique. Ben, je l'ai abordé un peu, c'est ce qu'on appelle les interventions directes versus les interventions indirectes. Je fais du coq à l'âne beaucoup quand je parle, je m'en excuse. C'est de là de dire qu'on laisse tomber l'approche systémique dans les interventions psychosociales. C'est-à-dire que moi, je vais aller voir Sébastien chez lui. Je vais lui dire bonjour Sébastien. Allô. Je viens de stater. Je vais appeler la mère de Sébastien pour savoir comment il va, Sébastien. Je ne state pas. C'est comme si tout le travail que je fais autour de Sébastien dans son environnement, ça ne compte pas. Ça n'a pas de valeur. Ce qui n'a que de la valeur, c'est de rencontrer mon client et de donner un service direct au client.
Alors ça a de la valeur. C'est top secret. Bien, moi c'est ça, mais... Alors, vous voyez un peu l'absurdité de la chose. Et je peux comprendre, dans un système de statistique, on veut mesurer quelque chose, hein, on veut quantifier quelque chose. Mais c'est bien plate, mais ça ne fonctionne pas, ça ne se quantifie pas. Ça ne fait que pervertir l'intervention psychosociale, puis mettre en danger le public, puis rendre les intervenants susceptibles de faire des fautes graves, des erreurs graves de pratique, et ça peut aussi les amener à développer des problèmes de santé psychologique au travail, d'épuisement professionnel. Ça amène aussi de la compétitivité entre les salariés, alors qu'on est censé vivre dans un milieu collégial, des équipes multidisciplinaires. Hein? On a un psychologue, on a un travailleur social, on a une nutritionniste. On va prendre l'individu, on va être capable de dresser un portrait puis de donner une panoplie de services publics adaptés à cette personne-là. Mais non, chaque personne a son boss qui le check avec ses cibles, puis tout le monde essaie de sauver ses fesses. Puis ça, c'est malsain. Très malsain. Très dangereux. Parce que là, c'est lui, il n'est pas assez vite. Lui, il n'est pas assez vite. Le suivi, il n'est pas assez vite. Là, le gestionnaire, il sait que les autres collègues ils trouvent que chose bien, il n'est pas assez vite. Bien, lui, tu peux être sûr qu'il va avoir un dossier. Qu'il va se faire rencontrer par son employeur, puis qu'il a le pied dans la porte, puis qu'il va avoir un beau plan d'amélioration. Donc, la compétitivité au lieu de la collégialité, la fin de l'approche systémique, les suivis administratifs plus courts que les supports cliniques. Hein, le gestionnaire, c'est pas... Oui? Ah, excusez-moi. Alors, je pense que j'ai fait le portrait. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon. Toutes ces mesures-là, ça... Généralement, il y a un processus macro qui soutient ça, qui sous-tend ça. Il y a un processus d'optimisation. On peut appeler ça lean, on peut appeler ça réorganisation du travail. Pour moi, ça, c'est pas mal toute la même affaire. Il y a des différences, là. Faut bien remarquer, puis je ne ferai pas toutes les déclinaisons possibles. Nous, notre position à la BTS là-dessus, c'est que quand l'employeur va vouloir faire une démarche d'optimisation, on va participer. À la mesure où on va s'assurer que l'employeur va dire, écoute, nous, la réorganisation du travail, ça nous regarde. Pourquoi? Parce que nos gens, c'est des professionnels. Ça les intéresse de savoir ce qui se passe dans leur milieu de travail. On va s'assurer que l'employeur va avoir de l'information sur qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qu'il veut faire. Moi, on a des conditions très précises à rencontrer, pas d'abolition de poste, le respect de notre autonomie professionnelle, le respect de notre convention collective. Puis si une de ces conditions-là qui saute, on se retire du projet. Puis bien souvent, c'est ce qui arrive. On se retire. Okay? Mais on n'a pas le choix, en quelque part, de s'asseoir et d'essayer de savoir quelles vont être les conséquences pour nos gens, puis comment on va gérer la décroissance si on la gère. Parce que c'est bien plate en ce moment, mais comme syndicat, ce qui nous arrive, c'est de gérer la décroissance. Puis oui, on a à représenter nos gens. Puis oui, on a à le faire, même si c'est pas sympathique, même si c'est pas le fun dans notre assemblée, puis de dire « Hey gang, on va abolir 4 postes cet hiver », ben on est peut-être mieux d'essayer d'amoindrir les conséquences bien souvent. C'est plate à dire, mais c'est ce qui arrive. Et sinon, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des expériences qui... En fait, il y a de la résistance quand même qui s'organise dans les milieux de la santé en ce moment. Avec la firme Proaction, par exemple, qui est une firme externe, j'ai eu le plaisir de voir Proaction, qui est une firme externe privée, débarquer au C3S Maria-Chapdelaine à Tulbeau pour imposer un système d'optimisation avec un logiciel qui coûtait 35 000 $. Puis Proaction est arrivé avec l'employeur et on dit, regarde, nous on te coûte 500 000 $ comme firme, mais tu vas économiser 500 000 par année récurrent. 500 000. C'est garanti, là. Il y a un contrat, là, on signe, là, puis tu fais 500 000 par année récurrent. Et ils ont imposé un logiciel et les gens ils ont pété le coche. Pas compliqué, les gens capotaient, il y avait de la pression, c'était l'enfer. On a fait une belle assemblée, on a envoyé une belle lettre au gestionnaire pour leur dire, ben nous, à cause de nos responsabilités déontologiques, on refuse d'utiliser le logiciel. On s'abstient de remplir les cases de votre logiciel. Le système a crashé, puis le programme a sauté. Il n'y en avait plus d'optimisation. Ça, c'est de l'organisation collective qui a fait la différence là-dedans. C'est la résistance collective. Donc nous, dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, de notre côté, c'est vers ça qu'on s'en va. On s'en va vers des démarches de résistance collective de nos salariés face à ces processus-là. Puis on va renvoyer les gestionnaires à leurs responsabilités, puis nos membres aussi à leurs responsabilités, leurs devoirs déontologiques. On n'a pas le choix pour les protéger le public. Et aussi alerter la population, évidemment, comme on fait toujours, puis qu'on va continuer à le faire. Et finalement, ben, je veux juste vous dire qu'en ce moment, je vais finir rapidement, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. On a 3 beaux projets de loi sur la table en ce moment à l'Assemblée nationale.
Projet de loi 10 qui vont créer des CISSS. On aurait pu appeler ça des CRISSS, des CRIS, mais ils ont appelé ça des CISSS. Là, je viens de voler la joke d'un de mes collègues, c'est filmé, mais elle est vraiment très bonne. Gel des effectifs. Le projet de loi 15. Donc, la population ne vieillit pas, la population n'augmente pas, on n'a pas besoin de plus de salariés dans le réseau, ne vous inquiétez pas. Et le financement à l'activité. Alors ça, c'est intéressant, le financement à l'activité. Alors là, on va financer les institutions publiques à l'acte. À l'acte. Alors, on va faire quoi avec les petits C3S de région qui voient presque personne? Ben, presque personne. Puis là, quand je vous parlais tout à l'heure, qu'on fait rentrer quelqu'un pour le faire sortir, là, ben, imaginez-vous ça, vous, avec le financement à l'activité, les portes tournantes, comment ça va faire des belles portes carousel dans les urgences, en haut et rentre, puis sort. Ça va être la surmédication, le surtraitement. C'est vers ça qu'on s'en va, puis il y a un projet de loi qui s'en vient là-dessus, c'est annoncé par le ministre Bolduc. Et une autre chose qui est annoncée par le ministre Bolduc, c'est nos super cliniques, qui vont être le miracle annoncé. Ça, les super cliniques, ça va être génial. Vous allez pouvoir vous présenter là avec votre carte soleil. C'est gratuit, là. Il va y avoir des frais accessoires, mais ça, personne n'en parle, là, mais il va y avoir des frais accessoires. Okay? Comme dans toute clinique privée, puis les frais accessoires augmentent de plus en plus. Puis ce qui est le fun là-dedans, c'est qu'on met des professionnels, puis des techniciens non syndiqués, avec pas de convention collective. Ça va être super intéressant. Moi, c'est un médecin de famille, mais les hôpitaux, les C3S, ça, ben, eux, ça va être le bordel encore pendant 15 ans, puis ça va être la fille du système public. Mais les super cliniques vont être là. Ça va être du privé. Fait que, faites-vous une idée. C'est ça qui s'en vient. Voilà. Merci.